Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver en ce moment précis dans le cadre de votre quotidien, on va l'appeler ainsi, hein, c'est la grande tribune. Cette espèce de décryptage et d'analyse des unes parues ce jour dans l'ensemble des panoplies africaines avec l'appui de l'ensemble de nos directeurs des publications qui se donnent de la peine au quotidien pour informer non seulement le peuple africain, mais tout le monde entier. Pour ce jour, je ne serai pas seul dans cet exercice, il est bel et bien là. Lui, c'est Anatole, Albert Anatole Haïssi. Vous aimez bien ce prénom d'Albert là. Bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Je suis très jaloux de mon troisième prénom Albert. Albert. Parce que c'est ce prénom qui m'appartient. Et qui vous a francisé, vous êtes devenu un Français avec ça. Disons que c'était le choix de mon père. Permettez-moi ce matin, Raoul, de questionner un peu la responsabilité de la structure en charge du contrôle de conformité et de qualité des matériels qui est utilisé notamment dans le cadre des chantiers, je veux dire des projets structurants au Cameroun. C'est pas la norme. Je voudrais justement questionner la qualité de ces matériels-là. Je vous donne deux clichés. Le premier cliché, ça nous vient du côté de la station de traitement d'eau d'Ayato, autant pour moi, sur le fleuve Mungo, c'est du côté de la région du littoral. Donc, je voudrais vous informer que la station de traitement d'eau d'Ayato est en panne depuis plusieurs mois. Et peut-être que vous avez la chance d'avoir de l'eau chez vous, mais il y a certains quartiers qui ne sont plus desservis du tout parce que cette station de traitement d'eau est en panne depuis plusieurs mois. Vous savez pourquoi? Parce que le matériel chinois qui a été utilisé dans le cadre de ce projet n'est pas de bonne qualité. Je pense que la Nord, qui a la charge, la responsabilité de pouvoir contrôler, de veiller au contrôle de conformité de qualité de ce matériel, devait faire son job. Il en est de même, justement, pour ce qui concerne le matériel utilisé dans le cadre justement de l'exécution de certains chantiers relatifs à la construction des barrages hydroélectriques. Pour ne pas le nommer, le barrage de Mimbele, ça a été mis en fonctionnement, mais il semble qu'on a dû arrêter. On a dû arrêter les machines parce que ça a commencé à avoir des problèmes parce que le matériel aussi utilisé est soupçonné d'être de très mauvaise qualité. Il y en a également, vous avez certainement entendu parler des navettes, des vedettes chinoises que l'ancien MINDEF, M. Mibengo, Alain Edgar, est allé chercher, qui a commencé à poser des problèmes au niveau notamment de la Marine nationale et du BIR. Je voudrais donc aujourd'hui questionner donc la responsabilité de la Nord qui a la charge, la responsabilité de pouvoir veiller à la conformité et à la qualité de ce matériel qui coûte des milliards aux contribuables camerounais. Tout à fait. Alors Albert Anatole ici, franchement dit, quand vous dites des choses de ce genre, ça nous fait mal. On se demande quel est ce pays qu'on appelle le Cameroun. Absolument. Où les gens peuvent faire du n'importe quoi, n'importe comment. Ils pensent qu'ils n'ont pas de comptes à rendre. Mais non, monsieur, vous avez des comptes à rendre. Et vous allez rendre ces comptes. Nous prenons une légère transition et nous revenons. Allons-y au Burundi et précisément avec Iwaku, les voix du Burundi en kiosque encore ce matin. Que dit donc la première une que nous avons pu sélectionner pour vous ce matin? Le parti Frodebou réclame toujours la vérité sur la mort du président Tariamira. Le vœu a été exprimé lors de la commémoration de l'assassinat du défunt président vendredi dernier. Pierre Claver Mahimana, secrétaire général du parti Frodebou, déplore que 24 ans seulement après, aucun rapport n'a pu être produit. Pierre Albert Anatole, est-ce qu'on peut comprendre quand même, Albert Anatole, ici, qu'un président, il faut dire que le président Taribiana était également dans le même avion qui transportait le président Abiyarimana, qui a été, il faut dire, bombardé le 6 avril 1994. C'est donc ces génocides dont nous connaissons tous. Alors, jusqu'à aujourd'hui, le Burundi n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi le président est mort et qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que là,
Est-ce que le Burundi, ça ne donne pas l'impression que le Burundi même était dans le coup? Absolument. Vous savez, un État a la responsabilité de protéger ses citoyens. Tout à fait. Et il me semble que le nouveau président, je crois qu'il s'agit de Pierre Nkurunziza, si il a cette responsabilité de pouvoir protéger ses citoyens, ses concitoyens, ses compatriotes, je veux dire. Donc je crois que monsieur, vous avez monsieur Ntarimiana, autant pour moi. Ntariamira. Voilà, il devrait, c'est un citoyen burundais. Sa mort devrait faire, de mon point de vue, l'objet d'une enquête approfondie pour qu'on ne puisse établir les responsabilités. Si l'État burundais est silencieux sur la question, il y a lieu de penser qu'il y a lieu de croire que le pouvoir burundais est complice justement de son assassinat. Moi, je crois que ne serait que pour la postérité, par respect pour la mémoire de l'histoire disparue, il est important que l'État burundais exige la vérité dans cette affaire. Tout à fait. Et surtout qu'on sait qu'à cette période-là, c'est vrai quand même qu'à cette période-là, au Burundi, hein, ça ne passait pas très bien. Le président était quasiment sous les feux de la rampe, avec une partie de la population qui ne voulait plus de lui. Peut-être qu'ils ont vu que c'était un bon débarras pour lui, cet avion. Mais est-ce que, je voudrais m'interroger, puisqu'aujourd'hui même, cette affaire du génocide rwandais continue encore à faire couler beaucoup d'encre et de salive, et il y a certains qui sont pourchassés de part et d'autre comme étant des génocidaires. Est-ce que le Burundi se retrouve tout simplement en état de faiblesse? Est-ce que ce pays a vraisemblablement les capacités de pouvoir demander, exiger la vérité sur la mort de leur président? Je crois savoir que oui, parce que le Burundi, c'est un État souverain. Et qui parle de souveraineté dit pouvoir, dit droit. Donc, je crois qu'ils ont les moyens, parce que, étant donné que c'est un État de droit, je pense, j'imagine aussi, donc un État de droit, un État souverain, qui a des institutions qui fonctionnent très bien, j'imagine également. Je crois qu'ils ont véritablement les moyens et la latitude de pouvoir exiger la vérité. Et si ils exigent, ils pensent, ou soupçonnent un seul instant qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir exiger la vérité dans cette scandaleuse et sombre affaire d'assassinat de l'un de leurs compatriotes, il me semble que l'Union africaine a les moyens de pouvoir exiger cette vérité. Moi, je crois que une mort, la mort d'un individu, quel qu'il soit, exige beaucoup de vérité. Alors, mais pourquoi l'Union africaine même ne peut pas se saisir de ce dossier? C'est quand même un chef d'État qui est parti. Même si on met le cas Biarimana de côté, on estime que c'était un coup qui a été monté contre lui. Mais alors, un président innocent qui se retrouvait également dans cet avion, est-ce que l'Union africaine, à ce moment, n'avait pas quand même l'autorité nécessaire de pouvoir demander des comptes? Tout dépend justement des accords des accords entre l'Union africaine et le Burundi, mais je pense qu'il est de la responsabilité première à la justice. Il appartient à la justice burundaise, parce qu'il me semble que quand il s'agit de ce genre de choses, n'importe quel magistrat de parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, doit se saisir d'autorité d'un dossier comme celui-là qui a quand même impliqué, n'est-ce pas, je veux dire, qui a impliqué la mort d'au moins deux chefs d'État. D'au moins deux chefs d'État et pas n'importe lesquels. Donc je pense qu'il appartient, si la justice burundaise est indépendante et libre, n'importe quel procureur compétent peut se saisir de cette affaire. Tout à pour fait. Pour engager une enquête. On s'en souvient quand même que c'est le bombardement de cet avion, je crois, qui a, au lendemain de ce drame, a conduit à un terrible génocide au Rwanda, qui a fait, d'après les chiffres des Nations Unies, 800 000 morts, mais certains ONG parlent d'au-delà d'1 million de morts là-bas au Rwanda. Heureusement que ce pays, en 24 ans, a su lever la tête. Aujourd'hui, le Rwanda vit paisiblement sa situation. Alors, The New Time aussi, hein, on va prendre cette une de New Time, en kiosque également depuis quelques temps. Le président de la République centrafricaine donc rend hommage aux victimes du génocide rwandais. Vous allez d'ailleurs voir cette image qui est devant vous, qui paraît devant votre petit écran. Ainsi, selon The New Time, Faustin Archange Touadéra a rejoint samedi les forces de maintien de la paix rwandaise et les membres de la communauté rwandaise dans son pays pour des activités marquant donc la 24e commémoration du génocide de 1994 contre les Tutsis. Alors, on va totalement sortir de là pour sortir de ce problème du génocide rwandais. Alors, le président centrafricain marque quand même un point d'assaut, c'est quand même un hommage assez mérité, d'autant plus que les soldats rwandais, il faut le dire, forment certains soldats centrafricains.
Absolument. Je pense que le génocide rwandais, c'est une page très sombre de l'histoire du Rwanda. Il s'agit également d'un chapitre qui a terni quelque peu l'image du continent. Oui, et il s'agit de quelque chose, d'un événement qui a impliqué bien évidemment la France en son temps. Je crois que aujourd'hui on attend toujours que la France puisse véritablement nous donner son opinion par rapport à cette affaire d'assassinat, de génocide de rwandaise. Je crois que l'hommage que rend le président centrafricain à ses concitoyens africains, et ça va en droite ligne dans ce que je pourrais appeler les mémoires de l'histoire. Il ne faut pas que ça, afin que nul n'en oublie et que pareille situation ne se répète sur le continent. Je pense que c'est un signal fort, il s'agit d'un hommage fort, des symboles. Je pense que ça doit également attirer l'attention, je veux dire, la conscience collective des Africains qui, en dépit de cette sombre histoire de Rwanda, il y en a qui continuent justement à dessiner le diable sur le mur, en agitant justement l'épouvantail des génocides sur leur territoire, sur leur sol. Moi, je pense qu'il s'agit de quelque chose qui devrait interpeller la mémoire collective des Africains pour qu'ils sachent que nous n'avons pas que des amis, mais nous avons aussi beaucoup plus d'ennemis. Tout à fait. Alors, vous comprendrez que ce qui se passe en République démocratique du Congo pourrait également être assimilé à un génocide. C'est quand même fort longtemps que des gens meurent là-bas par nombre. Si on s'en va voir, c'est déjà au moins 1 million de morts en République démocratique du Congo depuis fort longtemps. Et ça nous permet d'ailleurs de convoquer cette une, la prospérité, qui également en cursus depuis quelques temps ne parle pas du génocide, non, mais le processus électoral sur une pente raide. Nous disons la prospérité, machine à voter, la classe politique divisée. C'est du moins ce que déclare la prospérité qui nous fait dire que la polémique autour de la machine à voter vient trouver l'affaire déjà du fichier électoral, dont la publication le 6 avril dernier dans les statistiques engage des contestations. Ainsi donc, plus divisé que jamais, nous dit dans le journal, les acteurs politiques se promettent l'enfer, poursuit alors la prospérité. Et nous, on a envie de savoir, Albert Anatole ici, si un jour la RDC va vraiment retrouver la paix. Absolument, ils ne vont pas demeurer dans l'enfer du désordre. Est-ce qu'il y a les clés? Je pense que les clés du dialogue ou de la paix appartiennent aux différents protagonistes, et principalement le pouvoir et l'opposition. Je crois qu'il s'agit, je veux dire, des acteurs politiques et de la société civile aussi, parce qu'il faut absolument qu'aucune situation n'étant éternelle, n'étant pérenne, il faut bien qu'il sorte de là. Mais pour qu'il sorte de cet enfer qui dessine un peu le chaos, ou l'apocalypse, il faut justement que les deux parties se parlent, qu'ils fassent des concessions pour l'intérêt général des Congolais, pas pour les intérêts égoïstes. Je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on a une responsabilité citoyenne, cette responsabilité citoyenne implique beaucoup de devoirs, mais aussi de droits certainement. Mais le premier devoir, c'est qu'on est là pour servir le peuple, tout à fait. Pas pour servir sa formation politique, ses camarades de lutte ou alors sa famille, non. On est là pour l'intérêt général, pour l'intérêt du peuple. Et c'est au nom de ce peuple qu'on prend position pour telle ou telle thématique ou bien pour telle problématique. Je crois donc qu'il faut absolument, et il faut que ce soit fait le plus tôt possible, avant que le chaos ne s'installe. Il faut que les Congolais se parlent. Je pense que les préalables qui ont été posés par notamment les leaders des partis politiques de l'opposition doivent quand même recevoir un écho du côté du pouvoir. Il ne faut pas que ça se radicalise. Il y a eu quand même certaines résolutions qui ont été décidées autour d'un collège des évêques qui a travaillé là-dessus et je crois que c'est dans ce sens que le président Kabila est en train d'y aller. Mais sauf qu'on constate qu'en face, vous avez une opposition qui ne sait plus trop ce qu'elle recherche.
Vous allez voir, M. Katumbi est allé se réfugier en Afrique du Sud pour créer son parti, pour faire ses meetings politiques. Et vous allez voir maintenant, on vient de nommer le fils du feu Tshisekedi comme étant aussi un leader d'un parti, l'un des partis les plus puissants d'ailleurs en République démocratique du Congo, qui en fait a aussi sa manière de voir. Est-ce que le fait de voir cette opposition chanceler ne donne plutôt pas des lendemains plutôt incertains dans ce pays? Je pense qu'il faut nécessairement que l'opposition prenne ses responsabilités. La part de responsabilité de l'opposition consiste à faire justement, comme il indiquait tantôt, des concessions. Parce qu'il ne faut pas se figer par rapport à une exigence particulière. Tout à fait. Parce que l'exigence particulière ici repose... Il y avait deux exigences importantes au départ. La première exigence, c'était la révision du code électoral, entre autres, et le départ de M. Kabila. Bon, il me semble donc que, et bien évidemment, la machine à voter qui suscite à nouveau des polémiques. Moi, je pense que quand on va à une élection, c'est vrai, il faut se donner des chances de pouvoir l'emporter, voilà, ou bien de pouvoir cristalliser, je veux dire, remporter de nombre de suffrages, de meilleurs suffrages. On va faire bonne figure. Hein. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut que l'opposition prenne véritablement ses responsabilités. Le pouvoir, de mon point de vue, est en train de lâcher un peu du lest en faisant des concessions. Il faut également que l'opposition, dite radicale, puisse également faire preuve de bonne foi. Il ne faut pas qu'on reste figé sur des exigences. Tout à fait. Et notamment pour ceux qui... Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de machine à voter, demain, si M. Kabila remplit à nouveau et qu'il l'emporte, on va accuser la fraude électorale. On va accuser des fraudes. Des fraudes massives, comme d'habitude. Les dépêches de Brazzaville, allons-y au Congo. Brazzaville, chez le grand voisin, au Congo, Brazzaville. Économie, donc, la banque sino-congolaise pour l'Afrique ouvre officiellement le 10 avril, c'est-à-dire ce jour même. Selon les dépêches de Brazzaville, il s'agit d'une initiative des présidents congolais Denis Sassou Nguesso et chinois Xi Jinping. Les travaux de construction ont été lancés en mars 2016 par le chef de l'État congolais. La banque possède un capital de 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA. Alors, des initiatives de ce genre me permettent quand même d'oublier le Fonds monétaire international. Et il faut déjà connaître quelles seront les missions de cette banque. Quelles sont ses missions? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'une banque d'investissement? Oui. Ou alors il s'agit d'une banque à la française? C'est une banque non, ce sont des Chinois. L'État du Congo possède 15% des actions de cette banque. L'État chinois possède 50% et les autres 35% sont dispatchés de par les autres pays. Il faut dire que cette banque n'est que là pour financer des investissements en Afrique. Dans ce cas, c'est donc intéressant. Ça veut dire qu'il y a des hommes. La Chine est en train d'établir une rupture entre les banques à la française et les banques selon la formule chinoise. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le continent africain, les États africains, les pays africains ont besoin justement des banques d'investissement qui doivent l'aider, qui doivent l'accompagner, n'est-ce pas, dans le processus d'émergence. On n'a pas besoin de banques qui font une sorte de tontine. Qui font le surcapitalisme. Voilà, qui font... C'est inconcevable et même incompréhensible que dans un continent, sur un continent qui est engagé dans une marche vers l'émergence, qui a des problèmes d'investissement, on se retrouve avec des banques qui sont en surliquidité. Je crois que c'est même... c'est une calamité. C'est une calamité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est intéressant donc de pouvoir encourager la coopération chinoise en Afrique. Ce genre d'initiative nous permet de croire que justement le partenariat gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine n'est pas seulement une vue de l'esprit. Ça peut être aussi quelque chose de réaliste. Tout à fait. Vivement que l'expérience du Congo-Brazzaville et la Chine inspire à plusieurs autres États africains. Pourquoi pas? On va certainement y arriver un de ces 4 matins. Allons au Cameroun maintenant, ouvrons cette branche avec intégration en cours depuis quelques heures aussi, qui parle de la coopération militaire, l'offensive russe en Afrique centrale. C'est d'ailleurs la une qui embrasse intégration. La tribune des communautés
Le journal nous révèle d'ailleurs que la République centrafricaine, l'Angola, le Cameroun et le Burundi et bien d'autres pays sont en parfaite coopération avec la Russie de Poutine qui multiplie alors les accords de coopération militaire. Une démarche, il faut le dire, regardée d'un mauvais œil par la France, toujours cette France, qui considère que Moscou met les pieds dans son précaré. C'est ce que ça veut dire intégration aujourd'hui. Alors, Albert Anatola, ici, la France a un précaré en Afrique. Je crois que si vous avez regardé l'actualité, notamment au niveau de l'Union des Comores, oui, tout à fait. Vous avez répondu à votre question, à laquelle je réponds bien évidemment. À savoir que il y a un contemporain qui a déclaré que l'Afrique ni le Cameroun ne sont la chasse gardée de personnes. Tout à fait. Ça veut dire que si nous sommes des États souverains, ça veut dire que nous avons la responsabilité, le droit de choisir quel partenaire nous voulons pour notre émergence. Je crois donc à ce titre, les États africains sont en train de s'émanciper, justement de la tutelle, entre guillemets, de l'hexagone de la France, qui, il faut le dire, lorsqu'on fait le bilan de la coopération avec la France, il est désastreux. Il est vraiment désastreux, il n'est pas éloquent, il n'est pas élogieux non plus. Je pense qu'il faut également essayer de changer de paradigme en allant voir chez les communistes, les communistes russes ou chinois. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, avec les communistes, vous n'avez pas, du moins pour ce qui concerne les dirigeants, ils n'ont pas à entendre des discours déjà, violation des droits de l'homme par-ci, violation des droits de l'homme par-là. C'est ça qui les intéresse. Eux, ce qui les intéresse, c'est le business. Et il me semble que c'est dans ce champ d'action que la Russie est en train d'intervenir, notamment en République centrafricaine. Mais je crois aussi qu'il faut être très vigilant sur cette coopération militaire, parce que en tirant des leçons des précédentes coopérations qui ont lié beaucoup des États africains avec la France. Mais nous savons la coopération avec la République centrafricaine, c'est que la Russie a doté d'un armement assez impressionnant à ce pays. La Russie a donné quelques instituteurs pour former ces militaires dans les métiers qui leur sont dévoués. Et il y a également cette Russie qui de temps en temps apporte son expertise en République centrafricaine, non seulement en République centrafricaine, mais au Cameroun, en Angola, et Burundi, partout. Alors, est-ce que la vision russe, telle qu'elle y est, peut être meilleure que la vision française? Absolument, absolument. Je pense que de plus en plus, nous écoutons les déclarations de Poutine sur la coopération, sur l'hégémonie, notamment des États-Unis et de la France, dans certains continents, qui est de plus en plus contesté, notamment par le président russe, qui estime qu'ils ont promis la paix en Afghanistan, on n'a pas vu la paix. Ils ont promis la paix en Irak, on n'a pas vu la paix. Ils ont promis la paix et la stabilité en Libye. On ne voit pas toujours la stabilité et la paix revenir. Donc, il faut qu'ils arrêtent leur hégémonie. Je crois que c'est dans ce sillage que la Russie de Poutine est en train de véritablement prendre le pied sur le continent africain. Je crois que le soutien et l'appui de la Russie dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, la grande criminalité sur le continent africain, c'est quelque chose d'important et de fondamental, notamment dans l'accompagnement, non seulement dans l'accompagnement logistique, mais également dans la formation justement des hommes, c'est-à-dire des militaires. Pour ce qui concerne par exemple la Centrafrique, qui est un pays qui a besoin d'une armée forte, professionnelle et bien formée, je crois que cette coopération est un outil qui a salué. Vous allez constater d'ailleurs que la France a un contingent assez intéressant au Mali, mais le Mali n'a jamais retrouvé la paix. Vous allez, les forces onusiennes, on parle d'un peu plus de 16 000 hommes qui sont parqués au Mali. On parle de cette opération, je crois que c'est Barkhane, qui est au Mali et qui a environ... Barkhane et Sangari. D'abord Sangari, Barkhane. Sangari, c'est en République centrafricaine. Ils ont commencé par, je crois, Sevan, maintenant Barkhane et tout et tout. Ils ont d'ailleurs des expressions même parfois. On se demande pourquoi tous ces noms qui en réalité ne servent à rien. La France a un minimum à environ 12 000 hommes au Mali. Que font-ils? C'est autant de questions que nous nous posons. Il y a cette force onusienne à travers la MINUSMA qui est au Mali. On parle d'environ 16 000 hommes. Que font-ils? Autant de questions à Gao. Il est pratiquement impossible de mettre les pieds là-bas. C'est assez rude. Allons-y avec mutation aussi. En Kurs, nous sommes sortis d'intégration. Opération épervier maintenant. Nous revenons avec mutation.
De nouvelles cibles et titres à leur mutation. 40 personnalités interdites de sortie du territoire national, parmi lesquelles les 3 visages que vous voyez devant votre petit écran. Vous reconnaissez quelques visages là? Je reconnais les 3 visages. Il y a M. Fayengo Francis, ancien gouverneur de la région du littoral. Ouais. Vous avez Camille Ekindi? Oui, je crois que c'est le DG de Kédi Foncier. Et vous avez maintenant Madame Sopongale, je crois. Voilà. Vous avez Brigitte Sopengale, une femme. Mais les femmes sont devenues également très dangereuses. Pour ça, il faut avoir peur des femmes ces derniers temps-ci parce que c'est terrible. Elles sont toujours dans ces histoires d'opérations éperviers. On croyait que le vote, c'était seulement une affaire des hommes. Finalement, les familles sont déjà de la plus grande manière. Alors, quelle est la dimension qu'on peut donner à cette opération épervier? On a comme impression que l'oiseau survole véritablement le ciel camerounais. Oui, mais moi, je voudrais surtout questionner l'efficacité et l'efficience de cette opération d'assainissement qui a été lancée en 2006. Parce que lorsque nous faisons le bilan depuis son lancement, en termes de recouvrement des sommes présumées détournées ou détournées, il est chiche. Il est chiche parce que comparativement aux sommes dépensées pour les missions d'inspection, pour les missions même des arrestations, des enquêtes et tout. Donc, ce qui intéresse le Camerounais, ce n'est pas que un présumé tel se retrouve incarcéré à Koningui ou à Nubel. Ce qui intéresse le Camerounais, c'est que l'argent soit recouvré. Et il me semble que le code pénal prévoyait, je veux dire la loi qui crée le tribunal criminel spécial avait intégré le remboursement, la restitution du code délit. Si c'est restitué, il est possible que le présumé... Que le ministre de la Justice vous libère. Voilà, vous libère. Ou bien le procureur général, sur proposition, fasse des propositions au ministre d'État, garde des Sceaux, en charge de la justice. Mais aujourd'hui, quand on fait, je disais, le bilan de cette affaire-là, il est vraiment médiocre. En 2016, on parlait d'environ à peine 4 milliards qui ont été recouvrés par le TCS, comparativement aux centaines de milliards qui sont dispersés. Donc je pense qu'il faut peut-être recadrer, donner encore un peu plus d'envergure juridique et les moyens juridiques aux magistrats en charge de débusquer justement ces voleurs et ces comptes qui sont domiciliés non pas seulement au Cameroun mais à l'extérieur, parce que la plupart de ces comptes sont domiciliés à l'extérieur. Je pense que l'agence nationale d'investissement financier, je crois, d'investigation financière, a été créée à cet effet pour permettre à l'État, pour accompagner l'État dans les investigations des présumés détournements. Je crois que c'est dans le SIAD et je crois que c'est la NIF qui a justement permis de pouvoir tracer, n'est-ce pas, l'itinéraire de M. Atanakuna dans sa fuite. Il faut donc que l'État puisse recadrer cette opération-là qui, de notre point de vue, ne porte pas encore les fruits escomptés. Reste fondamental parce que ça reste pédagogique, mais il faut qu'il soit davantage répressif dans le recouvrement. Tout à fait. Pas au niveau des incarcérations des personnalités. Et vous avez, il y a un président au Nigeria qui avait détourné 1500 milliards de francs CFA. Il avait fait parquer cet argent de l'autre côté de l'Occident. Lorsque le Nigeria est allé chercher cet argent, on lui a remis tout simplement 350 milliards de francs CFA. Vous savez donc ce que ça signifie. Lorsqu'un argent est mis dans des paradis fiscaux, lorsqu'un argent distrait est mis dans des caisses dont on ne maîtrise plus ni les tenants ni les aboutissants, ça fait d'énormes pertes pour le pays qui en souffre. Et le Cameroun est véritablement en train de souffrir. Alors vous êtes de ceux qui pensent que ces éperviables, là, autant mieux les laisser libres, mais prendre tout ce qu'ils ont récupéré comme argent, ça serait bien. Je pense que ce qui est important, il y a deux choses que je voudrais dire à ce sujet. La première chose, c'est qu'il faut de moins en moins laisser des gens s'éterner dans un poste de responsabilité, parce que ça crée des mauvaises habitudes. Et il y en a qui ont des liens très incestueux avec l'argent du contribuable. Deuxième chose, il faut justement que l'article 66, je crois, de la Constitution, sur la déclaration des biens, au début et à la fin d'une fonction, puisse être mise en application. Comme ça, on saura qui a quoi avant et après ces fonctions. Dernière chose, ce qui intéresse le Camerounais, qui vous intéresse, vous et moi, Raoul, c'est que c'est pas que monsieur X ou Y soit incarcéré.
Pas du tout. Et qu'il, étant derrière les barreaux, qui commence à boire du champagne, du Tout à bon fait. vin. Il n'a Non, pas de souci. il n'est prisonnier que parce qu'il est derrière les barreaux. C'est tout. Mais ce qui est important, c'est que cet argent Non, ne lui soit qui plus entre les était mains. destiné à un projet de financement d'un hôpital, qui était destiné à dans le financement de construction d'une route ou bien d'un barrage d'eau hydroélectrique, puisse être restitué aux contribuables camerounais afin qu'on puisse le mettre dans le circuit d'investissement. C'est très du Cameroun, c'est tout. intéressant. Ce que vous dites, c'est très intéressant. D'ailleurs, nous nous en souvenons, un enfant de l'un de ces messieurs qui est maintenant en tôle. Et l'enfant était dans une boîte, il était en train de dépenser énormément d'argent. Et quelqu'un de lui dit, mais mon ami, où est-ce que vous prenez tout cet argent? J'aurais appris que votre père est en prison. Et vous savez ce qu'il a donné comme réponse? Non. Il a dit que c'est son père qui est en prison, mais ce n'est pas son argent qui est en prison. Donc vous comprenez, donc c'est que ça signifie de telles actions. Alors allons-y avec The Guardian Post, aussi en kiosque, pour passer tout à fait à autre chose. The Guardian Post, aujourd'hui, nous parle un peu à la une de The Guardian Post. Le lobbying riposte chasse aux sorcières, raquettes, comme vous pouvez dire. Tout ceci s'intensifie maintenant que Biya s'apprête donc à nommer 30 sénateurs. The Guardian Post nous habitue déjà à c'est une d'intrigue depuis un bon bout de temps. Aujourd'hui maintenant, c'est que le journal pense qu'il y a maintenant ces lobbying qui sont activés sur le raquettage, qui s'activent aussi, maintenant que le chef d'État va devoir nommer 30 autres sénateurs. Est-ce que là, ça s'achète aussi? Je crois que c'est lui, il n'y a que les gogos qui peuvent se faire avoir dans cette chose, dans cette opération, pour penser qu'ils sont dans les... ils peuvent lire, ils sont dans les... ils peuvent lire dans une boule de cristal, et pouvoir... vous aimez si bien dire. Voilà, et pouvoir penser qu'ils sont dans le sein des saints, et qu'ils peuvent proposer tel nom à Dieu, pour que Dieu puisse les nommer au poste de sénateur. Moi, je crois que ces genre de personnes, ces individus-là sont vraiment naïfs de penser qu'en donnant de l'argent à un X ou à Y, ils vont être nommés sénateurs. Ils vont obtenir ce qu'ils veulent. On a vu plusieurs hommes pleurer de cette manière. On a vu un ancien maire, paix à son âme, je ne citerai pas son nom sur ce plateau, lors d'un remaniement gouvernemental. On s'en souvient, c'était il y a quelques années seulement. Pendant qu'il attendait être ministre du Commerce, il s'est rendu compte qu'il ne figurait pas parmi la liste des ministres qui venaient d'être élus au poste national. Il s'est mis à pleurer. Il a oublié qu'il avait des étrangers qui étaient assis, qui cassaient derrière le champagne, n'attendaient que sa nomination. Et comme il s'est mis à pleurer, c'est son épouse qui est venue lui dire, ben écoute, mais tu es en train de pleurer, il y a des gens autour de toi. Donc, le temps pour lui d'essuyer les larmes, mais il avait déjà coulé quelques larmes. Voilà un peu ce qu'ils doivent recevoir, ces gens-là. Le point hebdo, également en kiosque ce matin, à l'aéroport du Cameroun, dont tout va mal depuis l'arrivée de Wona à Somo, selon le point hebdo, sur facturation, corruption, détournement des derniers publics, gabégie, clientélisme et incompétence, meuble dans le quotidien de cette institution aéroportière. C'est tout simplement de la catastrophe. Ça, c'est ce que le point nous dit. Nous n'avons pas pu vérifier si c'est effectivement la catastrophe, mais nous allons faire confiance à ces journaux qui parle totalement de la catastrophe là-bas, depuis que M. Ouna Asomo, vous avez vent d'une information pareille qu'à l'aéroport, aux ADC, ça ne tient pas? Je suis quand même informé de certains nombres de dérapages qui ont cours, notamment pour ce qui concerne, n'est-ce pas, le règlement des factures des prestataires de services des ADC. Nous savons ici également que M. Ouna a mis en place beaucoup d'entreprises qui se traitent, qui sont prestataires aux ADC. Il veut faire comme à Kanakoun a fait. Et tous font cela. Mais sauf que chez lui, c'est un peu trop flagrant, c'est-à-dire privilégier les sociétés qui sont les prestataires qui sont. Donc il est le actionnaire par délire. Qui agissent sur des plateaux, qui sont ces sociétés. Et les autres prestataires, ils ne sont pas payés. Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, ils privilégient comme d'habitude leur structure, leurs établissements. J'ai également, c'est également vérifiable. C'est-à-dire quand vous allez, par exemple, à l'aéroport de Douala, l'aéroport de Douala n'est pas aussi beau, aussi luxueux qu'il devrait être parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui circule de ce côté-là. Je crois qu'il y a des travaux qui ont été entrepris. Oui, il y a des travaux qui ont été entrepris, des travaux surfacturés comme d'habitude, bien sûr, et qui ont été pour la plupart engagés et réalisés par les prestataires donc qui contrôlent. Bon, je pense que
comme je l'indiquais tantôt, lorsque quelqu'un met beaucoup de temps à un poste de responsabilité, ça crée des mauvaises habitudes. Je crois qu'il y a des responsabilités du pouvoir central de pouvoir mettre un terme à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des prestataires, certains prestataires aux ADC, qui sont pour la plupart endettés pour réaliser des prestations, parfois sur la base de zéro lettre de commande, parfois sur la base de bons de commande, mais qui ne sont pas payés jusqu'à ce jour. Et cela freine leur activité. Et non seulement ça freine leurs activités, il y en a qui sont menacés par des banques, par des huissiers de justice. Bref, je dis c'est important que le pouvoir central prenne ses responsabilités. De plus en plus dans les aéroports camerounais, ça aussi vous pouvez le vérifier, certains travaux de sécurité n'ont pas été engagés par les ADC, qui a la responsabilité de le faire, mais beaucoup plus par la SECNA. Et je crois que aujourd'hui vous vous retrouvez avec beaucoup de passerelles à l'intérieur de cet aéroport qui est censé être un hub de sécurité, mais qui fonctionnent dans l'insécurité totale. C'est pour ça qu'il y a ces infiltrations parfois. Où on dit qu'il y a eu un djihadiste qui est entré, il a déposé une bombe. Je crois que c'est une situation qui semble être normale et qui doit être décriée. Je voudrais saluer notre ami Abdourahmane Sédou. Il faut le dire, il est conseiller technique aux ADC. En même temps, le directeur de l'aéroport de Simalène. Je n'ai pas trahi un secret. Allons-y avec l'anecdote aussi en kiosque ce matin. Que dit donc cette une de l'anecdote ce matin? Opération épervier donc. Des personnalités interdites de sortir du pays. On y revient encore. Selon l'anecdote qui relaie l'information, un message porté du patron de la police nationale restreint dans les mouvements des libertés d'une vingtaine d'anciens hauts commis de l'État en toile de fond des détournements de malversations orchestrés dans certains établissements publics. L'anecdote ne va pas loin que cette une que nous avons d'abord parlé de ces personnalités qui étaient interdites de sortir du pays, pas moins de 40, qui ne doit pas sortir. Alors, il faut dire que Martin Bagangélé est au fond au boulot ces derniers temps. Je pense qu'il est de sa responsabilité parce que c'est lui le patron de la police. Et vous savez que la plupart des enquêtes sont menées par la police judiciaire. D'ailleurs, il a été soupçonné d'avoir facilité le départ d'Atan Nakona. Absolument. Je pense qu'il n'est qu'exécutant. Il est exécutant parce que l'opération est pilotée par la présidence de la République. Donc, la présidente de la République qui pilote l'opération lui communique justement la liste des personnalités interdites de sortie. Et il ne fait qu'appliquer ce qu'il a l'obligation d'appliquer. Le reste s'engage la haute hiérarchie. Donc, je pense que moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que ces documents qui sont censés classer, censés avoir le sceau de confidentialité, se retrouvent dans les réseaux sociaux. Bon, je crois qu'il va falloir quand même qu'on fasse des efforts de ce côté-là, pour qu'il y ait un peu plus de discrétion. Franchement dit, je crois qu'il faut que les gens soient un peu sérieux. Allons-y avec Cameroun Tribune, également en kiosque ce matin, qui parle donc de ce relais qu'on a vu du côté du Kariayap de Yaoundé, gendarmerie nationale, dont les attentes du haut commandement. C'est la une donc, de Cameroun Tribune, ainsi en procédant hier donc, à la remise du drapeau de ce corps au nouveau secrétaire d'État à la Défense, Galax Yves Landré. Le MINDEF lui a d'ailleurs recommandé beaucoup de vigilance. D'ailleurs, la une vous dit déjà tout. Il est en train de prendre là, le pouvoir. Alors, la gendarmerie, on attend quand même beaucoup de ce corps, surtout en ce moment assez difficile. Une situation sociopolitique assez compliquée au Cameroun. On attend que la gendarmerie joue un rôle majeur. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je suis désolé de vous le dire. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Le gendarmerie a un rôle majeur. Mais aujourd'hui, notamment, je prends un cas concernant le contexte sociopolitique qui prévaut actuellement dans les zones anglophones du pays. La plupart des hommes en tenue qui sont assassinés, qui sont tués, ce sont des gendarmes. Pourquoi? Parce que le plus souvent, ils sont impliqués dans des dérapages et dans des comportements qui ont été relevés hier par le MINDEF. C'est-à-dire qu'il faut que le nouveau CED fasse l'effort de combattre des comportements qui n'honorent pas le corps. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques semaines, il y a le chef de commandement de groupement, gendarmerie du département de Vori. Il a engagé une expédition punitive dans la propriété d'un particulier à Douala, avec des gendarmes armés, mais qui étaient en civil. C'est-à-dire qu'il utilise les moyens de l'État pour régler des comptes à un ami
Ça veut dire pour une affaire particulière. Pour une affaire particulière qui n'a rien à voir avec les missions de la gendarmerie. Je pense que ce genre de qui agissent de cette je dis bien, il ne faut donc pas que quelqu'un utilise. C'est des choses que le haut commandement doit combattre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser sa fonction, les moyens que l'État met à votre disposition pour régler les problèmes personnels. Tout à fait. C'est des choses qu'il faut absolument censurer. D'autant plus que vous allez voir les véhicules CA qui partent porter le bois dans les villages. Vous voyez un véhicule CA qui porte un bois et qui circule à travers les rues sans toutefois que personne ne lève le doigt. Parfois, ce sont les femmes qu'on a remplies derrière et on les amène au champ. Autant de questions, on se demande bien où va ce pays. Info matin, aussi en kiosque ce matin, on va aller maintenant au pas de course. Succession donc de Paul Biya, les vrais dauphins. Oh, vous regardez dans les visages qui paraissent là. Vous avez Niati Fendi Martel, vous avez le ministre secrétaire général du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il s'appelle encore qui? Jean Côté. Et vous avez le célèbre prisonnier Marafa Ahmed Oyaya. Va-t-il sortir de cette prison pour succéder à M. Paul Biya? On n'en sait pas. Nelson Mandela n'a fait 27 ans. Il est sorti, il a dirigé l'Afrique du Sud. Peut-être que l'histoire va également s'écrire autour de lui. Alors, Albert Anatola ici, voilà dans les dauphins que vous présentez au matin. Ça donne plutôt à rire. Moi, ça me fait plutôt sourire. J'ai fait foi à la déclaration, à une déclaration du président de la République lors d'une interview qu'il a accordée à un confrère de France 24, il y a quelques années. Il disait que le Cameroun, c'est une république, c'est pas une monarchie. Il doit pouvoir nommer un dauphin. Je souris et déjà, les dauphins qui sont présentés, il y en a qui sont octogénaires. Ouais. Donc je ne vois pas bien de pouvoir, si c'était même, ça peut être le cas, d'avoir un dauphin qui est octogénaire. Non, je ne pense pas. Je crois que c'était juste pour rigoler. Je crois que notre ami Dieudonné a tout simplement voulu faire rire les gens ce matin en sortant ce tel visage pour dire que ça pourrait être des dauphins du président Paul Biya. Mais alors, il donne quand même un scoop dans son journal. Hein. Opération épervier, on parle des cellules qui s'accélèrent. Hein. L'extinction des cellules s'accélère à Konegi. Au secrétariat d'État à la Défense, il paraît qu'il y a beaucoup de gens qui vont certainement y aller. Il faudra donc déjà préparer leur arrivée là-bas. C'est pour ça que les cellules sont en train d'être ficelées à Konegi, au secrétariat d'État à la Défense. Le jour également en kiosque aujourd'hui, qui nous parle de ce parti historique, l'Union des populations du Cameroun qui a 70 ans quasiment. Peut-elle encore renaître de ces divisions? C'est d'ailleurs la question qui intéresse le jour. Qui pense d'ailleurs qu'au-delà du volet commémoratif, la question est celle de l'unification du parti des crabes déchirés entre plusieurs tendances. Est-ce que le fait que l'UPC aujourd'hui soit totalement déchiqueté ne fait pas du mal à un nationaliste? Absolument. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous avez un parti, c'est malheureusement la malédiction des pays, des partis historiques. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les conservateurs, vous avez de l'autre côté les radicaux, et vous avez ce que je peux appeler les modernistes, c'est-à-dire qui veulent changer, que les choses avancent autrement, parce que les époques ont changé. Et il semble justement que l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, n'a pas échappé justement à cette triste réalité qui a justement conduit à son émiettement. Aujourd'hui, vous avez, je crois, peut-être même 4 ou 5 tendances de l'UPC. Je pense qu'il faut que l'UPC joue pleinement le rôle qu'il a pu jouer dans un contexte historique du Cameroun. Alors, mais on va dire quel UPC? Absolument. Vous avez tout dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de réflexions au sein de ces partis. Absolument. Absolument, il y a beaucoup de divisions, beaucoup de factions. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, pour que l'UPC redevienne cet UPC que les Camerounais connaissent, les Camerounais d'une certaine époque, que les Camerounais qui ont lu les annales de l'UPC puissent retrouver puissent se reconnaître dans cet UPC-là, il faut qu'on retourne aux fondamentaux historiques de ce parti. Parce qu'aujourd'hui, les pères fondateurs de ce voilà, parce que aujourd'hui, on a le sentiment que la doctrine que portait l'idéologie que portaient les pères fondateurs de l'UPC est dévoyée. Je pense donc qu'il appartient justement aux nouveaux responsables des diverses tendances de l'UPC de faire preuve d'honnêteté politique
afin que l'UPC vive. Ça me rappelle le feu ministre Kodor, paix à son âme, qui à un moment donné avait vu que cette tendance prenait déjà une certaine allure. Il était obligé d'aller lui-même, qu'est-ce que dirais-je, protéger ce label de l'UPC à l'OAPI. De toute manière, est-ce que Pierre Claver, Albert Anatole a ici, ce parti, bien qu'étant foudroyé et déchiqueté comme il a, une volonté politique peut encore renaître, peut encore faire renaître ce parti? Je pense que l'UPC, quel que soit sa tendance, il y en a qui sont députés de l'Assemblée nationale. Je crois que peut-être je voulais vous rappeler que ces députés dont vous faites d'ailleurs allusion, Bapot, lui-même a contesté au sein de l'UPC, mais semble-t-il, beaucoup ne lui reconnaissent plus comme étant secrétaire général de ce parti. Bon, juste, en tout cas, il porte encore les chapeaux au nom de l'UPC en tant que député. Donc, ça concerne leur querelle interne, mais un député, c'est un député, c'est pas un député d'un parti politique, c'est un député de la nation. Donc, et ça, il faut le dire. Je voudrais dire qu'il faut absolument que les États généraux, non, les congrès, pas les États généraux, le congrès de l'UPC, des diverses tendances de l'UPC qui étaient prévues, puissent véritablement se remettre en marche pour que l'idéologie, comme je l'indiquais tantôt, de l'UPC originelle puisse ressurgir. Éventuellement, on peut ajouter quelque chose parce qu'il faut prendre en compte le contexte. Et le contexte historique et politique. Il ne faut plus rentrer dans le contexte historique de 1948. Nous sommes en 2018. Donc, il faut donc que ce parti se modernise son idéologie en prenant en compte le contexte politique qui est le nôtre en ce moment. Donc, il faut que ces gens-là puissent s'asseoir, se parler et voir, afin qu'on n'ait pas plusieurs secrétaires, plusieurs présidents. Tout à fait. Alors, on va aller rapidement maintenant avec expression économique en kiosque aussi. FIAC promote Cameroun Business Forum. Le patronat juge dans les forats économiques. Donc, le journal voudrait savoir l'impact de la foire internationale des affaires sur l'économie nationale du Cameroun. Deux experts se livrent donc dans un regard croisé que présente alors le journal. On ne va pas commenter. Tchad Info également, en kiosque ce matin, on va dire un mot là-dessus. Afrique vers l'abolition de la peine de mort. Ainsi, le Congrès africain ouvert ce lundi en Côte d'Ivoire a vu donc les ministres de la justice des pays dits rétentionnistes exprimer le vœu d'abolir la peine de mort de manière définitive. En 2 ou 3 mots, il faudra-t-il abolir la peine de mort? Je crois qu'il faut examiner au cas par cas. Parce qu'il y a quand même des cas où il faut absolument appliquer la peine de mort. Et il y a des cas où il faut plutôt commuer la peine de mort en réclusion à perpétuité. Je crois qu'il ne faut pas, c'est pas, même aux États-Unis qui se disent qui donnent des leçons de démocratie aux autres, la peine de mort est encore appliquée. Avoir l'injection létale. Je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas absolument abolir. Ça, c'est mon point de vue. Je crois que les associations défendent les droits de l'homme vont nous faire un procès là-dessus. Mais je crois qu'il faut examiner au cas par cas. Quelqu'un qui a, par exemple, violé un bébé de 6 mois, mérite-t-il une réclusion à perpétuité ou bien une peine de mort? Quelqu'un qui a pris délibérément son arme pour ôter la vie à un autre. Comment on le voit des côtés alors, peut-on lui accorder la réclusion à perpétuité ou la peine de mort? Je pense que le législateur doit pouvoir recadrer ça et examiner au cas par cas. Donc, vous souhaiteriez que la peine de mort ne soit pas abolie? Il faut examiner au cas par cas. Malheureusement, ces pays pensent que la peine de mort doit être abolie parce que, dit-on, chaque être humain a droit à la vie. Je vous dis, oui, justement parce que chaque être humain a droit à la vie, d'autres n'ont pas le droit d'ôter la vie aux autres. Si vous ôtez dans la vie aux autres, on laisse le choix à Dieu, le Créateur, d'ôter votre vie. Et non des populations. Il y a un grand écrivain qui a déclaré que la religion c'est le problème du peuple. Sautons avec l'Union, cette une de l'Union aussi à kiosque depuis quelques heures. Nous avons encore 1 minute 30 secondes. À l'Institut supérieur d'ingénierie, ils veulent leur diplôme. C'est cela l'Union qui précise que les anciens étudiants en licence et master 2016-2017 manifestaient hier pour réclamer leur diplôme de fin de cycle détenu à l'établissement au motif que l'État n'aura pas acquitté les frais de leur scolarité. Ça, c'est un scandale, ça.
Voilà donc, Albert voilà donc les Anatola, paradoxes, c'est un scandale. voilà donc les paradoxes de l'Afrique. C'est-à-dire que vous bloquez pratiquement toute une génération d'étudiants, parfois, qui veulent s'engager dans la vie active et qui ont besoin de leur parchemin pour justifier de leur parcours académique, mais qui ne peut pas les justifier parce que l'État en train de gérer a de la peine à prendre ses responsabilités. Et je pense que là, c'est un gros scandale qui n'honore pas l'éducation. Permettez-moi, comme nous avons encore quelques secondes, de revenir sur le forum. Sur le forum, c'est-à-dire les FIAC, c'est-à-dire les forats économiques qui sont organisés. J'ai souvent assisté à certaines où je vois que ça n'a pas d'économie. C'est là d'économie que la bière qu'on y boit, les brochettes de viande ou de poisson qu'on mange. Moi, je crois qu'il faut véritablement qu'on soit sérieux. Pour que ces affaires-là soient véritablement soient sérieuses, il faut, de mon point de vue, qu'on enlève dans les foires le boire et le manger, qu'on plutôt exposer le savoir-faire des participants. Je crois que là, ça va être intéressant. Tout à fait. Mais si les foires se limitent avec des podiums d'artistes qui donnent de la voix, et en bas, nous avons des gens qui boivent de l'éthanol et qui mangent des brochettes de viande, ça n'a aucun sens. Et de l'autre côté, les produits même, qui savent voilà, c'est abandonné. Donc, je pense qu'il faut repenser la manière d'organiser ces choses. De toute manière, on sait que la foire de Douala s'est achevée, je crois, il y a quelques jours seulement, dans la capitale économique du Cameroun. Et là-bas, il y a eu des belles choses, des belles affaires qui ont été faites. On espère que, comme vous l'avez dit, Albert Anatola, ici, que les pouvoirs publics prendront en compte toutes nos doléances. Merci de nous avoir suivis ce jour. Merci d'être venu, Albert Anatola, ici, apporter de votre expérience à nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie, Raoul Pépin, de votre sympathie et votre amitié. Merci à vous, merci à nos téléspectateurs qui sont restés toujours fidèles à eux-mêmes, nous accordant un peu de leur temps pour nous suivre au quotidien. Pourquoi pas Afrique Média, nos programmes sont en continu.